Alors, on a le plaisir d'accueillir Vincent Kutkovitz. Bonjour Bonjour Vincent. Thomas. On va parler contrat de mariage et assurance vie. Mhm. Est-ce que son conjoint, hein, pour ceux qui sont mariés, il y en a de moins en moins, un sur deux, un peu moins de un sur deux maintenant selon les statistiques, c'est C'est ça, ça? on est à 45% au dernier chiffre connu qui remonte quand même à 2014. Depuis, ça a dû continuer à se dégrader. Bon, après, c'est pas parce qu'on n'est pas marié qu'on n'a Alors, pas de conjoint ou qu'on n'est pas en couple ou qu'on n'a pas envie bien sûr, de d'accompagner protéger, et de voilà, protéger son protéger entourage. son Alors, on va entourage. essayer de voir un peu quels sont les Oui. scénarios possibles. Quels sont, pour commencer, si on rentre dans Alors, la ouais. problématique mariage, les différents régimes matrimoniaux? On va essayer de se faire simple parce que c'est une matière qui est très technique. Disons qu'on va identifier, il y a deux familles de régimes matrimoniaux. Il y a, disons, les régimes communautaires, hein. Et puis il y a les régimes séparatistes par ailleurs. Donc en fait, sur les régimes communautaires, on ne va pas rentrer dans le détail trop, mais en tout cas, on a la communauté légale classique qui est celle que les jeunes mariés obtiennent de façon automatique sans aller devant le notaire. Ça, c'est ce qu'on appelle la communauté légale sans contrat de mariage. C'est d'ailleurs 80% des personnes mariées en France qui bénéficient de ce type de régime matrimonial. Ensuite, il y a la communauté universelle qui, là, nécessite déjà un effort, il faut aller voir le notaire, Mm. il faut signer un contrat de mariage, et puis dans le cas de ces régimes communautaires, on a la possibilité d'inclure des clauses qui vont permettre d'organiser notamment la transmission du patrimoine. On parle notamment d'une clause d'attribution intégrale de la communauté aux, aux survivants. Donc ça, c'est le régime qu'on trouve aussi le plus souvent et qui est celui, le premier que les mariés, les personnes mariées vont demander à obtenir auprès d'un notaire. Quand ils font en effet cette démarche Cette et qu'ils ne démarche-là, restent pas passifs. complètement. Et après, on rentre dans le régime dit Donc séparatiste. là, le régime séparatiste concerne un peu moins de personnes encore en France. Là aussi, il y a plusieurs niveaux de séparation. Disons que là, l'idée, c'est d'avoir en tête qu'il y a les biens propres de chacun des conjoints qui restent des biens propres, et puis il y a des biens mis en commun. Là aussi, on va voir qu'il y a toujours des possibilités, c'est un peu l'objectif que j'ai aujourd'hui, c'est de vous indiquer qu'en fait, on a la possibilité, quel que soit le régime matrimonial, finalement, d'avoir des systèmes pas extrêmement compliqués, qui peuvent être mis en place uniquement par un conseiller en gestion de patrimoine sans avoir besoin d'aller chez le Mm. notaire, qui permettent d'aménager en fait la protection. Et oui, parce que en fait, le premier étage de la maison, c'est en effet son régime matrimonial, mais même s'il ne correspond pas forcément à sa volonté patrimoniale, Mhm. on peut le corriger grâce à des mécanismes Voilà, qu'on va évoquer qu'on va ensemble. évoquer, tout à fait. Alors, euh, comment est-ce que on voit évoluer ces régimes matrimoniaux, justement? Alors, depuis quelques années, ils évoluent plutôt dans le sens de... Il y a une augmentation du nombre de personnes qui veulent bénéficier d'une séparation des régimes, parce qu'il y a la volonté notamment aujourd'hui avec l'évolution des mœurs, les gens se marient plusieurs fois, voire se marient plus tard, et lorsqu'ils se marient plus tard, ils ont déjà un patrimoine conséquent, et donc la séparation de biens devient un peu plus présente dans l'organisation. Maintenant, il y a aussi la partie les régimes communautaires de type universel qui nécessitent d'aller voir un notaire. Là, par contre, on l'en voit peut-être un peu moins parce que souvent les frais demandés par le notaire sont assez importants, a fortiori lorsque les patrimoines sont déjà assez conséquents. Bon, on a sa communauté Facebook, ça suffit comme ça, pas besoin d'en rajouter. Quel régime protège a priori le mieux le conjoint survivant? Est-ce qu'il y a une recette Il y a une miracle? recette miracle, c'est effectivement d'aller vers la communauté universelle avec une clause d'attribution intégrale au second décès. Ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, lorsque la première personne qui décède dans le couple, bah, il n'y a pas de transmission aux enfants. L'ensemble du patrimoine est gelé d'une certaine manière et est transmis tel quel aux survivants. Je rappelle que depuis la loi 2007, la loi TEPA, la loi Sarkozy, il n'y a pas de droit de succession entre conjoints. Donc Ouais. ça, c'est quand même un élément qu'il faut prendre en compte. Mais il y a quand même un besoin de se protéger. Aujourd'hui, la problématique qu'on peut avoir à faire face, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a des écarts d'âge Ben voilà, en fait, qui ça veut sont de dire plus en plus que importants. tout passer à son conjoint Voilà. survivant, c'est le syndrome du prince Charles. Il sera jamais roi, jamais Ouais. l'héritier sur le trône. Et Est-ce que c'est ouais. optimisé pour les enfants ou les Alors petits-enfants? c'est là où en fait on a une difficulté aujourd'hui avec type de transmission à travers la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale au second décès, c'est qu'en fait généralement ce qui se passe c'est qu'on va défavoriser les enfants dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'en fait les enfants vont avoir à faire face
à des frais de transmission, à des droits de succession qui vont être beaucoup plus importants. Et là, en fait, on a une difficulté. Donc, c'est pour ça qu'en fait, une fois de plus, on en revient toujours à la même chose. Finalement, à travers un contrat d'assurance vie, par exemple, nous, on va s'intéresser au contrat d'assurance vie, il y a la possibilité, en rédigeant une clause bénéficiaire adaptée, spécifique, détaillée, de faire en sorte qu'on puisse transmettre, soit par exemple aux enfants directement dans de bonnes conditions, soit aux petits-enfants. Il y a aujourd'hui de plus en plus d'héritage qui saute une génération. Donc là aussi, le contrat d'assurance vie avec la bonne clause bénéficiaire permet en fait de complètement adapter ça au contexte familial. Qui la rédige cette clause? Vers qui on peut se tourner? On peut se tourner vers les conseillers en gestion de patrimoine. Par exemple, ceux de bienprévoir.fr sont formés régulièrement sur la rédaction des clauses bénéficiaires, puisqu'en fait, il y a pratiquement une clause bénéficiaire par sujet auquel on a à faire face. Donc, normalement, les conseillers en gestion de patrimoine ont la capacité de le faire. Il n'y a pas nécessité vraiment d'aller chez le notaire pour le faire. On peut toujours Même le faire valider par un notaire, voilà, mais c'est quand même un sujet sensible, il ne faut pas se tromper. Hein. c'est un sujet sensible. Je dirais que les conseillers en gestion de patrimoine sont plus objectifs sur le sujet parce que les notaires, eux, ont plutôt vocation à faire grossir finalement l'actif successoral et donc ils vont peut-être pas avoir le conseil qui va permettre de réduire l'assiette successorale. D'accord. Est-ce que, si je vous suis bien, finalement, l'assurance vie, c'est un des outils pour corriger Ouais. ce que le contrat matrimonial n'aurait pas envisagé quelques années auparavant? Oui, avec, bien entendu, je ne vais pas le rappeler ici, l'ensemble des abattements qui sont quand même limités à 152 500 euros par bénéficiaire. Bien sûr, en prenant en compte les différents abattements qu'on a, oui, le contrat d'assurance vie est un outil qui permet pour la plupart des patrimoines français de bénéficier d'une transmission optimisée, mais toujours, à cela, il faut ajouter une bonne clause bénéficiaire. Alors, on aime bien les tableaux que vous nous apportez, ça tombe Ouais. bien. Vous en avez un avec vous Ouais. cette fois encore. On va le découvrir ensemble. Je vous laisse le commenter. Ouais, on a résumé en fait pour que les gens s'y retrouvent et éventuellement après qu'on puisse avoir un échange avec eux en direct en fonction du cas spécifique. Mais disons que les trois principaux régimes matrimoniaux sont ici. Donc déjà dans le cas de la communauté légale qui correspond à 80% des couples mariés en France, lorsqu'on rédige, lorsqu'on souscrit en fait à un contrat d'assurance vie, là nous on va recommander dans ce cas-là d'avoir une co-souscription entre les deux conjoints et avec un dénouement au premier décès. C'est-à-dire que dès qu'il y a un premier décès, le C'est le contrat est survivant dénoué. qui récupère. Alors, avec une clause bénéficiaire qui va pouvoir donner par exemple la possibilité soit d'attribuer l'ensemble des bénéfices aux survivants, soit éventuellement une partie des bénéfices. Par exemple, on peut séparer entre l'usufruit et la nue propriété sera peut-être l'objet d'une prochaine émission. On peut décider de passer une partie du patrimoine sous une forme au conjoint et une autre partie, par exemple, sur la nue propriété, aux enfants. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites à travers la co-souscription avec un dénouement au premier décès et la clause bénéficiaire spécifique, fonction du nombre d'enfants, de petits-enfants, voire d'autres personnes dans l'entourage, puisque je rappelle le fait qu'on oublie quand même les personnes, par exemple, pacsées. Les personnes pacsées, elles ont à peu près les mêmes bénéfices que les personnes mariées, mais les personnes qui aujourd'hui vivent en concubinage n'ont absolument aucune protection de ce côté-là. Donc la clause bénéficiaire peut permettre aussi de régler une partie de la question pour ces formes de cohabitation. Donc ça, c'est la première ligne. Premier sujet. Deuxième sujet, c'est la communauté universelle qui nécessite là d'aller devant le notaire, qui peut entraîner des frais. Avec la clause d'attribution intégrale que j'évoquais tout à l'heure, là, on va faire ce qu'on appelle une co-souscription avec un dénouement au second décès. Donc tant que un des deux conjoints est survivant, il n'y a pas de dénouement du contrat d'assurance vie. Ça peut être intéressant notamment parce que ce qui est embêtant lorsqu'il y a un dénouement en fait, d'un contrat d'assurance vie, c'est que ça peut arriver au moment de décès, c'est que ça peut arriver à un mauvais moment, à un moment où le contrat est peut-être investi sur des placements plutôt dynamiques qui nécessitent du temps. Ouais. Et donc arriver à Et par exemple des eurocroissances qui seraient voilà, seraient on pas n'a pas eu arrivées le à temps échéance. d'amortir voilà, les premières années, donc c'est un peu gênant. Alors dans ce cas-là, le dénouement de décès permet finalement d'une certaine manière de repousser un peu l'échéance et ça permet aussi surtout aux conjoints survivants de bénéficier complètement de la vie du contrat et des différents bénéfices du contrat d'assurance vie pour qu'ensuite ça vienne alimenter le patrimoine des enfants. Troisième cas, la séparation de biens. Donc. Alors là, on recommande plutôt généralement, mais là aussi ça nécessite des mesures spécifiques en fonction de chaque cas. Là, on va plutôt
proposer des souscriptions simples, quitte à ce qu'il y en ait deux, un pour chaque conjoint. Là aussi, la clause bénéficiaire est très importante, je dirais qu'elle est encore plus importante dans ce cas-là. Donc là, on est dans un cas de figure le plus simple possible. On parle d'ailleurs de souscription simple, mais croisée, quitte à ouvrir une souscription pour un conjoint et puis une autre souscription pour l'autre conjoint avec des clauses bénéficiaires croisées. Bon, voilà, on voit qu'il y a plein de possibilités, finalement aussi riches que d'histoires d'amour. Est-ce qu'on trouve toujours une solution? Est-ce qu'il y a des cas qui sont insolubles, Non, alors qu'on empile les mariages, remariages, les recompositions? Oui, tout à fait. Donc ça, effectivement, il faut prendre en compte ces éléments-là. Je dirais que c'est beaucoup plus simple de travailler sur le niveau de souscription, la qualité de souscription qu'on va mettre en place et la clause bénéficiaire, plutôt que d'aller revoir son notaire pour organiser un changement de régime matrimonial qui sera coûteux, qui sera d'autant plus coûteux, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque le patrimoine est conséquent, notamment pour les gens qui, par exemple, ont un patrimoine immobilier conséquent. Un changement de régime matrimonial entraîne des coûts qui sont fonction finalement de la taille du régime immobilier. Finalement, ce que j'essaie de résumer ici, c'est qu'il n'est absolument pas nécessaire de passer par ce biais-là. Ça peut être parfois incontournable, mais dans la plupart des cas, on arrive à répondre aux attentes, aux attentes de protection des enfants, des conjoints. Je dirais aussi pour finir qu'il y a une solution, une astuce qui peut être intéressante aussi, c'est éventuellement d'ouvrir plutôt qu'un contrat d'assurance vie, un contrat de capitalisation. On rappelle la différence rapidement, oui. En tout cas, dans le contrat de capitalisation, on n'a pas de clause bénéficiaire. On a la possibilité en tout cas de démembrer là aussi facilement. On a d'un côté la nue propriété et de l'autre côté l'usufruit. Et les mêmes avantages fiscaux. On est dans le cadre de la même fiscalité que l'assurance vie. Simplement, ce qui va être intéressant là, c'est si on sépare l'usufruit et la nue propriété, on a la possibilité de continuer à faire en sorte que son conjoint bénéficie des revenus de son patrimoine et par ailleurs on transmet dans d'excellentes conditions donc aux enfants tout de suite une partie du patrimoine. Et là ce qui est intéressant, c'est en termes de droit de succession, on est sur une assiette qui est celle au moment de la création du contrat de capitalisation, alors que les droits de succession ne vont pas s'appliquer au moment où il y aura le décès. Donc généralement c'est plus intéressant de le faire dans ce cas-là. Et donc, on fait économiser à ses enfants aussi des frais de succession. Bon, voilà, merci pour ces explications très complètes. On voit que c'est un sujet complexe. Il ne faut pas hésiter à en parler à des spécialistes. En tout cas, vous nous l'avez présenté clairement, mais c'est un vrai sujet. On a une question quand même. Tiens, on va prendre une question qui est arrivée de Michel. Vous ne parlez pas de la donation au dernier vivant. En fait, c'est un peu le même principe que celui qu'on applique au contrat d'assurance vie dans le cadre de la communauté universelle. Avec une clause d'attribution intégrale au second décès. C'est un peu le même principe. Je propose qu'on le traite lors d'une prochaine émission, lorsqu'on parlera des clauses bénéficiaires. Ça peut être on fera une émission, un très bon sujet. Voilà, sur les clauses bénéficiaires. Merci Vincent, merci Michel pour la question. On continue et on va parler maintenant de l'OPCI Swiss Life d'Ina Pierre en compagnie de Nicolas Kerr. Merci. Avec plaisir.